Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Eh bien, chers amis auditeurs des Bulles dans le bocal, voici la dernière partie de cette émission passionnante avec Christine. Et nous allons aborder, donc, comme prévu, les fusillés pour l'exemple, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je vais laisser la parole à Bernard pour commencer cette dernière partie. Les fusillés pour l'exemple, c'est évidemment quelque chose qui me touche en tant qu'individu, en tant que personne, mais aussi en tant que militant, puisque je suis à la Libre Pensée, qu'il y a des années qu'on se bat pour la reconnaissance des fusillés pour l'exemple de la guerre de 14-18. Pour ce que je suis sur le Tarn et nous organisons une reconnaissance des fusillés pour l'exemple depuis 8 ans à Carmaux, au parc de la Paix, au parc de la Sérigné, et cette année nous le faisons le 12 novembre à 10h. Les fusillés pour l'exemple, c'est évidemment le signe que cette guerre était une horreur. Il y en a eu évidemment d'autres. Il y a eu tous les morts, il y a eu tous les défigurés, les blessés, et la conséquence pour la jeunesse, c'est-à-dire des pays touchés par un conflit qui, si on avait écouté quelques personnes, mais finalement il n'était pas si nombreux que ça, aurait pu être évité. Je pense évidemment à Jean Jaurès qui a été assassiné à la veille de la guerre, mais Jean Jaurès qui a combattu toute sa vie pour la paix, mais il considérait quand même que les États, face à un danger, pouvaient se défendre. C'est-à-dire qu'il a eu une réflexion sur l'armée, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « L'armée nouvelle ». Et c'est évidemment une armée de conscription avec des citoyens. Il avait fait l'histoire socialiste de la Révolution française, qui est un monument. Et évidemment, il y avait cette réflexion-là, c'était la naissance du citoyen, et en particulier du citoyen sous les armes. Donc je pense qu'il a raison de dire qu'il faut une armée de conscription pour se défendre, et il se battait en particulier contre la loi qu'il y a eu un peu avant 1914, je crois que c'était 1912, la loi de conscription de 3 ans. 3 ans obligatoires de service militaire, sous le commandement de la caste des officiers, qui n'était pas précisément d'étendre avec les soldats, c'est-à-dire le contraire du soldat citoyen, on va dire. Voilà. Je pense qu'on peut ouvrir le débat à la fois sur la question des fusillés et sur la question de Jaurès. Qu'est-ce que vous en pensez Christine, qu'est-ce que tu en penses? Nous, au Mouvement de la Paix, on s'associe aussi à la mémoire des fusillés et à la... on va dans le sens de la libre pensée, justement pour la réhabilitation, et on s'adresse au président, notamment au président de la République, pour ce faire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décision qui allait dans ce sens. Et donc, il est vrai que cette Première Guerre mondiale a été une atrocité, notamment pour la jeunesse, quoi. Et donc, quand on voit des documents... moi, j'ai été frappée quand j'ai vu beaucoup... Il y a eu quand même pas mal de documents qui sont passés à la télévision. Donc, la télévision, il y a des mauvais côtés de la télévision, mais je pense que quand on choisit ce qu'on veut voir, il y a aussi des choses intéressantes. Et notamment tous ces documents, parce que je pense, sauf si je me trompe, parce que je dis pas toujours des choses justes, il me semble que c'est une des premières fois quand même qu'il y a eu des
films directs, enfin des soldats filmés dans les tranchées, etc. Donc on a des documents extrêmement intéressants. Et donc, quand on voit la vie de cette jeunesse complètement brisée dans cette guerre, c'est vrai que c'est effrayant, quoi. Et donc, le fait que des soldats se soient opposés à continuer à tuer, à ne plus vouloir continuer à participer à cette boucherie, c'est un honneur. Je trouve qu'on devrait les honorer plutôt que de les considérer comme des déserteurs. Tout à fait. Je pense qu'on peut ajouter, parce que c'est un degré supérieur, il y a eu des mutineries. Oui. Et là, dans les mutineries, c'est plus un combat individuel, mais ils se regroupent pour défendre une position contre la guerre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Évidemment, les principales mutineries, c'est en 1917, et c'est pas un hasard, puisque 1917, c'est aussi la première révolution prolétarienne, la victoire d'une révolution en URSS, qui a créé l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bon, je pense que ces mutineries, c'est vraiment quelque chose d'important. On a fait d'ailleurs un colloque là-dessus, à la Libre Pensée. Dans un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Yves Le Naour, qui va sortir au mois d'octobre 1918, il a écrit 1914, pourquoi la guerre, quelles sont les raisons de la guerre, 1915, 1916. En 1917, la guerre s'enlise et il y a des pacifistes. Alors c'est vrai qu'au début, pendant la guerre, dire que tu es contre la guerre et que tu es pour la paix, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est donc, y compris chez les ouvriers, chez les femmes, mais cette idée grandit. Et en 1917, il y a des volontés, il y a des gens qui essaient, des ambassadeurs qui essaient de dire on pourrait peut-être arrêter cette guerre, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais le pacifisme, pendant cette période, on aurait tort de s'imaginer que tout le peuple on est parti en chantant, parce que c'est vrai qu'on avait préparé. Je veux dire, je me rappelle une exposition Gare de l'Est, ils sont partis en chantant La fleur au fusil, où tu avais des poèmes de Victor Hugo qui appelaient à récupérer l'Alsace et la Lorraine. Je veux dire, il y a eu une manipulation formidable pour que les gens aillent à la guerre. Mais il y a la découverte de ce qu'est la guerre, et puis bon, on leur avait dit ça va durer 2 jours, et ça a duré 4 ans. Donc mais je veux dire par là que le pacifisme, même pendant les conflits, il se trouve des gens qui refusent. Il s'est trouvé des gens à la CGT de l'époque qui refusaient la guerre, même s'ils étaient à un moment donné pas forcément majoritaires, minoritaires. Mais cette idée a grandi. Et cette idée que on peut ne se passer de la guerre est une idée qui doit faire son chemin. En tout cas, pour moi. Et c'est vrai que lorsque le président, met au même endroit, c'est-à-dire aux Invalides, si ma mémoire est bonne, d'un côté les bourreaux, tous ces maréchaux qui sont morts dans leur lit, qui sont morts tranquillement avec des médailles et tout. Je veux dire, comme disait notre ami, quand il est venu Foch, c'est Foch, qui venait du génie militaire, on avait trouvé le militaire, mais on n'avait jamais trouvé le génie. Je veux dire, c'est une honte de mettre côte à côte ceux qui ont souffert, ceux qui ont été assassinés par l'armée française. Ils sont morts par l'armée française. Ils ne sont pas morts par les balles des teutons d'en face, ils sont morts par l'armée. Et le refuser de réhabiliter ces 600 et quelques soldats, 153, si ma mémoire est bonne, c'est que c'est aussi là un genou à terre du gouvernement devant la grande muette qu'est l'armée, parce que l'armée refuse que l'on condamne les généraux. L'armée ne veut pas. La Libre Pensée l'a fait l'année dernière, je crois. Il y a un bouquin qui en parle, un colloque de Soissons de 2014 où ils reprennent tous les généraux assassins. Nous, on avait fait des émissions où systématiquement on condamné, on jugeait verbalement un de ces généraux. Je veux dire, c'est important. C'est important, c'est un devoir de mémoire, mais c'est important pour la paix. C'est important pour les gens qui refusent la guerre de dire absolument il faut les réhabiliter, et il ne faut surtout pas s'imaginer que moi, président, si aujourd'hui il dit ce qu'il ne devrait pas dire aux journalistes, il peut se passer de répondre à cette question. Il faut que ça devienne une exigence. C'est pour ça que lorsqu'on va le 11 novembre ou le 12 novembre à Carmaux, demander la réhabilitation, les monuments aux morts, ce n'est pas des monuments pour glorifier la guerre.
Les monuments aux morts, c'est pas ça. Tu vois, et il y a du reste pas mal de monuments pacifistes en France. Tout à fait, oui. Bon, il y a un certain nombre de monuments pacifistes, c'est-à-dire que des communes où les maires, les conseils municipaux ont décidé de braver l'Union nationale et de dire, il y en a un qui dit, par exemple, à bas la guerre, carrément. Hein. Bon, il y en a qui sont plus nuancés, mais qui défendent la paix et qui ne glorifient pas la boucherie. Hein. Donc c'est important de savoir qu'il y a des monuments pacifistes en France et il y a un ouvrage qui les recense d'ailleurs. Hein. Ah ben, j'aime bien. Et en même temps qu'on défend les fusillés pour l'exemple, effectivement, on a fait le procès des généraux parce que c'est quand même extraordinaire de voir la stratégie qu'avait notamment l'armée française, les généraux français. Il disait, ces généraux envoyaient à la boucherie des soldats armés presque comme au XVIIIe siècle face à une artillerie allemande qui était extrêmement puissante face à des mitrailleuses. Et je me souviens, quand on a fait l'exposition des fusillés pour exemple, bon, j'avais travaillé sur cette question et ces mitrailleuses, déjà, elles tiraient 600 coups à la minute. Bon, envoyer des soldats avec leurs fusils à baïonnette contre ces armes-là, c'était évidemment la boucherie directe. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'au départ, le président de la République était pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple, en tant que président du Conseil général de la Corrèze. Oui, tout à fait. Le travail de SAP, ensuite, qui a été certainement qui a été mis en place au moment où il est arrivé à la tête de l'État. C'est monsieur le ministre des anciens combattants quand même qui a beaucoup fait pour éviter aussi que ces 653 fusillés soient réhabilités. C'est monsieur Kader Arif qui est un député de la Haute-Garonne. Hein, donc, et le comble dans cette histoire, c'est que la solution de monsieur Hollande, c'est de faire un mémorial aux Invalides, qui est le musée des militaires. Donc on va aller se recueillir sur des gens qui ont été assassinés par le musée des assassins. On peut quand même trouver des réponses à cette comme honneur. Moralement, il y a de quoi d'être choqué quand même. Oui, mais d'ailleurs, pour revenir sur l'incompétence des généraux, c'est quand même assez extraordinaire. Il y a un général qui tranche aujourd'hui dans les chercheurs, qui est historien, qui s'appelle le général Bach. Et ce général qui était responsable des archives de l'armée, maintenant qu'il est à la retraite, il a une certaine liberté de parole. Il avait d'ailleurs été un des organisateurs de l'exposition de la mairie de Paris, à la mairie de Paris, sur les fusillés pour l'exemple, qui était extrêmement intéressante. Et il démontre l'incapacité de l'état-major. Parce que, comme je l'ai dit, ces généraux qui envoyaient à la boucherie des soldats armés de baïonnettes face à des canons de 105 et des mitrailleuses, ces généraux-là, ils avaient été formés à l'école de guerre et le général Bach précise qu'à l'école de guerre, il y avait des officiers qui étaient contre cette stratégie, qui avaient quand même un peu plus d'informations sur les moyens d'armement de l'ennemi, de l'armée en face. Et en général, ils ne sont pas devenus des généraux, c'était des colonels, des lieutenants-colonels qui étaient des professeurs de l'école militaire. Et ils disaient que ces gens-là, on les avait limogés tout simplement. L'important, c'était la boucherie. Bien. Eh bien, écoutez, chers amis, on ne t'a pas laissé beaucoup t'exprimer, Christine. Ah, si. Hein, j'ai honte, là, sur cette partie. J'ai honte. Juste pour clôturer, avant de dire notre phrase que nous tient à cœur, je voudrais parler d'un journal d'une féministe, ça s'appelle le journal d'une féministe décalée. C'est un livre qui est consacré à Marlène Koenig. Cette personne est l'ancienne présidente de la section française de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et elle a écrit un livre qui est édité par Cartala,
qui vaut 16 €, il y a 170 pages, et c'est toute sa vie de militante féministe pour la paix qui est reprise dans ce bouquin. C'est un livre que nous nous permettons de vous conseiller. Nous allons terminer, nous avons l'habitude, Christine, de terminer par notre phrase magique à nous, c'est, si tu veux bien Bernard, Ouais. c'est ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Chers amis auditeurs, merci et à bientôt. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.